L'analyse holistique des dispositifs de perception de l'image qui vise à explorer justement la manière dont les artistes vont transmettre des concepts métaphysiques à travers les œuvres qui sont visuelles. C'est une étude qui va chercher à dévoiler justement les mécanismes de représentation qui vont être utilisés et mettant en scène, et mettant en lumière la sophistication croissante des iconographies qui transcendent les limites de l'espace réel. Donc, mon analyse, elle va se dérouler en deux parties. La première, ça va être les procédés d'interprétation scientifique des iconographies contemporaines. Et la deuxième, que je vais aborder ensuite, c'est l'archétype de la représentation des rapports visuels et allégoriques. Donc le premier aspect justement à prendre en compte lorsqu'on étudie les rapports entre les sujets, ce sont les points d'activité qu'ils vont entretenir ensemble. Pardon. Justement, dans cette peinture ovoïdale du Caravage, c'est la nature même de la représentation qui va être soumise au spectateur, à savoir les ancrages visuels qui sont établis entre chaque sujet, spectateur, peinture, icône. Donc, on va pouvoir aussi le voir, en tout cas en regard de la mythologie de la Méduse, la peinture fonctionne ainsi en réflexion d'une image qui se fige à partir du regard du spectateur. Et, euh, et la place justement de l'espace d'exposition avec le spectateur est remise en question. Celle-ci, elle va entrer en conflit avec la métaphore de ce bouclier qui présente une peinture d'une icône qui est figée. Euh, on peut voir justement ce même procédé sur ce bisounours qui est anti-étatique, révolutionnaire et très probablement extrémiste. Il conserve ces dispositifs justement d'ambivalence sur le regard du spectateur et sur le regard de l'icône. Et on peut voir ça justement lorsqu'on fait une étude des perspectives de la composition de cette image. Notamment, c'est une étude donc, qui a été menée par le musée du Prado, par des chercheurs du musée du Prado, qui ont fait ces perspectives et qui sont aperçus qu'en fait, lorsqu'on traçait ces perspectives, le bisounours tirait des rayons laser, il avait les yeux revolvers et il était prêt à détruire le monde. Euh, Sous le même aspect, du coup, ce sont aussi tous les artistes du 19e siècle qui ont établi des critiques virulentes sur les regards qui peuvent être portés par les spectateurs sur leur peinture, notamment avec, par exemple, cette peinture de Gabriel von Max qui s'appelle Singe en critique d'art et qui était dans un premier temps destinée à critiquer justement la place des critiques d'art dans la peinture du 19e siècle. Oui, du 19e siècle. Et cependant, justement, quand on applique cette technique de tracer de la composition et des perspectives de la peinture, on s'aperçoit que tous les singes aussi tirent des rayons laser et sont probablement prêts eux aussi à détruire le monde de l'art. Aussi, si on pousse un petit peu plus loin cette analyse, on peut aussi s'apercevoir qu'il y a un singe qui regarde directement le spectateur, c'est celui-ci. Il a l'air mignon, gentil, mais en réalité, il représente le mal absolu et il est prêt à détruire le spectateur en premier. Euh, donc, à la suite, en tout cas ensuite, il devient évident justement en regard de ces rapports heuristiques qui vont être entretenus avec les images que nous venons de traiter. On s'aperçoit que celles-ci sont intrinsèquement liées. Et il ne fait donc ainsi aucun doute que, par exemple, la franchise La planète des singes, euh, avec 10 films à son actif, qui sont bien évidemment tous aussi bien les uns que les autres, est en fait la tribune d'une critique cosmique. On y retrouve directement donc les singes qui sont, pardon, on y retrouve directement les singes qui sont très intelligents et supérieurs et qui tirent eux aussi probablement des rayons laser, en opposition avec les humains qui sont faibles, stupides, etc. Euh, alors, et dans un second temps, justement, ça c'est d'après un rapport du ministère de la Culture, qui n'a bien évidemment que ça à faire que de regarder toute la saga de la planète des singes. Il a été établi que les décors en fait qui avaient été utilisés pour les films de la planète des singes avaient été imaginés par personne d'autre que l'architecte et peintre allemand Karl Friedrich Schinkel en 1815, si je ne me trompe pas. Et
Et en fait, donc le film de la planète des singes et en regard du coup du premier film de 1968, c'est la première œuvre néoclassique de l'histoire. Et justement, il paraît évident lorsqu'on retrace et qu'on re-regarde le film, que je vous invite à faire, qu'il y a des traces du néoclassicisme qui sont évidentes tout le long du film. Euh, Si on reprend une autre image de Carl Friedrich Schinkel, qui propose ici un décor qui était originellement fait pour l'opéra La Flûte enchantée de Mozart, Amadeus Mozart, on s'aperçoit, en fait, il y a des études qui ont démontré que ce décor avait été fait en fait pour la planète des singes et qu'en fait c'était tout le point de vue scénique sphérique qui faisait figure de membrane spatiale séparant les spectateurs du reste du théâtre, et il utilisait justement des procédés visuels révolutionnaires pour le cinéma, alors qu'il n'existait pas encore, mais visant à modifier la perception justement de l'espace filmique. Ainsi, du coup, on peut se demander quelle est la place justement du regard du spectateur dans des œuvres telles que celle-ci qui englobent justement la place du spectateur. Et je vais vous le dire tout de suite, et bien en fait la réponse paraît simple. Nous aussi, on peut tirer des rayons laser super magiques. Et c'est notre deuxième partie. Euh, du coup, dans cette illustration de Sacha Schneider qui a été fait en 1904, qui s'appelle Rayon laser super fort fort, on peut y voir comment il s'appelle, pardon, le dieu Poséidon qui tire un rayon laser directement sur un personnage. Et donc, en fait, il vise à le transformer en cendre et à le réduire à l'état de poussière. Si on s'intéresse justement à la manière dont on peut justement créer un rayon laser, donc on va voir justement avec cette illustration, je ne sais pas si on peut voir la souris, non. Bon alors ah super, avec cette illustration d'un organe oculaire coupé en tranches, on peut voir qu'en fait ça commence à l'intérieur de la tête, donc il faut s'imaginer la figure à l'envers, donc ici en l'occurrence c'est un stylo vert, et ensuite si on le pense assez fort et qu'on le pense à l'envers, parce qu'en fait ça je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais il faut le faire à l'envers, et bien en fait ça va traverser la membrane des yeux et ça ira se plaquer directement sur votre cible. Donc je vous invite, si vous le souhaitez aussi, à à tirer des rayons laser en stylo vert partout dans cette salle de conférence si ça vous intéresse. N'hésitez pas à penser bien fort, mais à l'envers. En continuant justement là-dessus, du point de vue artistique, cette histoire de stylo vert, ça a été appelé l'allégorie du stylo vert. Et il y a plusieurs artistes qui s'en sont inspirés justement. Et on passe directement à Léonard de Vinci, par exemple, qui a été l'un des plus grands utilisateurs de cette théorie. On peut voir justement ici qu'il a des doigts qui sont en l'air, qui sont mis en valeur. En fait, ça représente l'allégorie du stylo vert, comme ceci. On les voit ici et là. Et en fait, dans la deuxième peinture que vous voyez sur cette image, donc la Sainte Famille, il y a aussi un autre personnage qui met deux doigts en l'air, c'est le petit Jésus, ici. Et il en met deux parce que sûrement qu'il a 2 fois plus de stylos dans sa trousse, je ne sais pas. Donc on va prendre cette fois-ci comme exemple la deuxième peinture et on va essayer justement de quantifier un petit peu la quantité d'allégorie du stylo vert que Léonard de Vinci a utilisé justement dans cette peinture. Donc déjà on en a 3 et on va du coup compter les doigts en l'air et peints en entier comme un stylo vert et les demi-doigts, donc quand ils ne sont pas peints en entier, comme des demi-stylos verts. Donc on peut voir ici qu'il y en a énormément. Et si on comptabilise justement tous ces stylos verts et tous ces demi-stylos verts, on peut s'apercevoir qu'il y en a 13 en entier, comme le nombre d'apôtres de Jésus. Coïncidence, je ne crois pas. Je suis un peu perdu du coup, mais... Oui, voilà, c'est bon. Donc en conclusion, justement, maintenant, je vais vous proposer une étude que j'ai réalisée moi en collaboration avec la ville de Lyon. Donc qui part justement... alors on va revenir sur le postulat que j'avais établi justement sur la peinture du Caravage, à savoir qu'il fallait évaluer les rapports qu'on entretenait entre le spectateur, la peinture et l'icône.
Et cette fois-ci, on va l'appliquer à un plat que j'ai préparé, un plat de riz cantonais, celui-ci. Et donc dans un premier temps, il va être nécessaire de définir justement, comme on l'a fait précédemment, les perspectives de composition du riz cantonais. Donc cette étude de perspective que j'ai réalisée, elle a été établie avec 3 critères. Donc le premier, l'espace de la fourchette, le deuxième, l'espace du couteau, et le troisième, les liens d'affinité entre les petits pois. Et lorsqu'on trace justement cette perspective ici, ça peut paraître abstrait, mais justement en fait on voit apparaître toute la forme lorsqu'on la superpose avec une image de la ville de Lyon. Et donc en fait on s'aperçoit en superposant les deux images que la ville de Lyon ressemble étrangement à un plat de riz cantonais. Et j'ai marqué aussi là où se trouvait l'école qui se trouve sur un petit pois. Donc ce qui est intéressant en fait ici, c'est justement qu'à partir de ce plat de riz cantonais, on s'aperçoit qu'en fait le riz cantonais est probablement magique lui aussi. Et c'est pas pour rien qu'on appelle la ville de Lyon la ville de l'ésotérisme, enfin la capitale française de l'ésotérisme, probablement qu'il a été imprégné de toute cette magie dans l'air. Aussi, si on va un petit peu plus loin, du coup, on s'aperçoit que les petits pois, ils indiquent des lieux. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un lieu où il y a une sorte d'amas de petits pois ici. Et moi, à la suite de cette étude avec la ville de Lyon, on a décidé de justement faire des fouilles archéologiques avec justement, oui, cet amas de petits pois qui indique peut-être une infrastructure. Et en effet, on a découvert les arêtes de poissons et que j'ai hésité longuement à appeler les arêtes de Nolan pour qu'on soit sûr, ou les arêtes de Monsieur Muratori pour qu'on se rappelle que c'est moi qui les ai découvertes. Mais ça a été passé sous silence et la ville de Lyon s'est accaparée un petit peu tout, elle s'est tout accaparée. Et bien évidemment, pardon, toute cette étude que j'ai menée a été financée par l'argent du contribuable. Voilà. Et je crois que c'est fini. Je pense que c'était pas mal.